Et donc, bonjour Florent, on est en direct là. Euh, est-ce, est-ce que tu m'entends bien? Parce que ton image est un petit peu saccadée pour le moment. Ouais, bonjour Séverine, écoute, je t'entends à peu près et la qualité du son n'est pas terrible, mais je te vois bien. D'accord. Est-ce que toi tu m'entends bien? Oui, là je t'entends bien. Oui, oui. Et donc, merci, merci de me rejoindre ici aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir nous parler de ton livre Et si vous étiez un jumeau né seul? Donc un sujet qui n'est pas encore toujours bien connu dans ses impacts. Et donc, tu viens nous parler aujourd'hui, puisque ton livre est sorti fin 2020. Est-ce que tu veux un peu dire qui tu es, un peu préciser qui tu es avant? 2021. Oui, alors le livre il vient de sortir en janvier 2021. Ah. Qui je suis? En fait, je suis un ancien kiné, enfin j'ai toujours le diplôme évidemment, mais je travaille surtout comme ostéopathe, acupuncteur et surtout magnétiseur et enseignant. J'enseigne à l'Institut Arc-en-Ciel l'art du soin, l'art de la guérison, avec l'approche psychothérapie, de psychothérapie, et puis aussi la transmission essénienne et puis les transmissions chamaniques. Voilà, en résumé. Ok. Je travaille sur le sujet de la perte gémellaire intra-utérine depuis, je dirais, les années 2000-2001 par là. Voilà. C'est un sujet assez ancien pour moi, qui m'a demandé beaucoup de recherches, d'exploration pour moi, parce que je suis concerné évidemment. Oui, j'entends que ça t'a demandé beaucoup de recherche. Ça fait déjà 20 ans que tu travailles, toi, là-dessus. Et en même temps, c'est un sujet qui est assez récent pour beaucoup de monde. Oui. Et moi, j'entends souvent autour de moi des personnes qui me disent il y a de plus en plus de gens qui parlent de jumeaux qui seraient morts, qui seraient décédés dans le ventre. Comment ça se fait qu'autant de gens en parlent maintenant? Est-ce que c'est pas, tu vois, des élucubrations ou des choses comme ça? Alors, la première découverte, la première mise en symposium d'un cas avec échographie, tout ça, ça date des années 1980. Traumatisme, donc ça a été beaucoup recherché en Allemagne, sur Berlin, des équipes obstétriciennes et gynécologiques qui travaillent précisément sur ce sujet-là avec beaucoup de passion, beaucoup de rigueur. Il pose actuellement entre 15 et 40% de grossesse générale, en tous les cas en Europe, dans ce qu'ils étudient. Ça veut dire que ça concerne beaucoup de gens et c'est un sujet qui passe évidemment complètement inaperçu parce que la plupart des grossesses gémellaires disparaissent dans les premières semaines de grossesse, donc sont invisibles. Je dirais dans les cas qu'on peut repérer, c'est des saignements au tout début de grossesse. Au tout début de grossesse, il peut y avoir des saignements, des pertes de sang, sans identification qu'il y a une perte d'embryon, évidemment. Et après, évidemment, on a des cas de perte gémellaire beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une échographie, par exemple en France, c'est au 3e mois, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, la première échographie officielle, c'est au 3e mois. Donc évidemment, en 3 mois, il y a le temps de se dérouler beaucoup de choses dans la vie intra-utérine. Voilà. Après, l'élaboration, c'est un mot compliqué parce que. Oui, juste Laurent, je t'entends, mais pas super clairement. Et comme je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent dans le chat, si quelqu'un peut me dire si vous entendez bien ou s'il y a un problème si vous c'est un peu coupé, juste pour avoir une indication. Et donc, vas-y, tu peux continuer parce que pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Ok. En fait, par rapport au mot élucubration, c'est un petit peu compliqué parce que toutes les souffrances qu'induisent une perte gémellaire intra-utérine, on peut
on entend bien son sac à dos. Voilà, en même temps, j'ai accès aux commentaires. Je vais essayer peut-être de parler plus fort et on va voir. Donc en fait, c'est que les impacts sont toujours rentrent dans des grilles psy d'autres dérapages qui, qui couvrent la problématique gémellaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une exploration personnelle, intime. Souvent, c'est des gens qui ont déjà fait pas mal de parcours thérapeutiques et qui suivent cette piste de recherche pour explorer à l'intérieur de leur système. Pour moi, une exploration importante, c'est l'émotionnalité en général quand on parle du sujet, quand les gens écoutent une vidéo, quand les gens lisent quelque chose, ça les touche énormément, j'ai envie de dire presque ça les effondre assez radicalement intérieurement, de façon, j'ai envie de dire, presque irrationnelle ou en tous les cas inhabituelle par rapport à ce qu'ils connaissent de leur mode de fonctionnement émotionnel en général. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup d'impact dans la vie d'une personne à beaucoup de niveaux. Oui. Alors, effectivement, les impacts sont multiples et souvent, comme l'individu se construit avec ce mode d'emploi ou ce mode de fonctionnement un peu particulier, très spécifique, donc en fait, devenu adulte, il y a une adaptation qui s'est faite et les gens, ça secoue un peu, en fait, ils arrivent quand même à être pour la plupart fonctionnels, mais pas toujours. Hein, pour les cas les plus délicats, il y a vraiment des endroits, je ne vais pas parler de handicap, mais vraiment dysfonctionnel. Voilà. Donc les impacts sont neurologiques. Souvent, on trouve beaucoup d'hypersensibilité au niveau des sens, notamment l'oreille, qui est très une espèce d'hyperacousie, des sons qui sont juste insupportables, certains sons de voix, voilà, il y a plein de choses qu'on peut repérer au niveau de l'oreille. Aspect psychologique, je peux pas tout énumérer tellement il y en aurait. Dans l'émotionnalité, souvent s'il y a une hypersensibilité, donc on peut repérer très tôt chez les enfants, mais chez les ex-enfants devenus adultes, souvent pour s'adapter, il y a eu une sorte de couvercle qui s'est mis sur une hypersensibilité pour survivre. Voilà. J'ai mis pas mal d'années à redécouvrir au fil de la thérapie, mais aussi au fil de mon évolution spirituelle et de chercheur, à l'intérieur, comment j'étais hypersensible, mais comment ça avait été calfeutré, par exemple dans les violences scolaires que j'ai reçues en tant que dyslexique, dysorthographique. À l'époque, c'était quand même la violence qui primait pour essayer d'arranger ça. Il n'y avait pas du tout de prise en charge dans ma génération. Donc voilà, émotionnellement, retrouver l'hypersensible. Aujourd'hui, avec nos jeunes enfants, il y a souvent un diagnostic qui est posé, hypersensibilité, hyperactivité, enfin voilà, il y a une prise en compte pédopsie qui est souvent quand même étudiée plus tôt. Voilà. C'est assez rare en général que la piste intra-utérine soit suivie. En tous les cas, aujourd'hui, je pense que là, il y a vraiment beaucoup de temps à faire entre les disciplines. Ouais. Les impacts, après, une fois que tout ça est dit, les impacts dans la vie perso, ben, c'est à tous les étages et tous les endroits de sa vie, même que ce soit personnel, dans le couple. Attends, là, on t'entend de nouveau. Professionnel aussi. Ouais. C'est de nouveau fort saccadé. Là, Comment? Le son est fort saccadé. Donc tu veux poser une question? Oui, non, mais tu parlais des multiples impacts qu'il y a sur la vie et tu parlais aussi un peu du tableau et en disant que c'est difficile de donner tous les détails. Et moi, quelque chose qui m'a frappé en t'entendant quelquefois décrire aussi le tableau que ça pouvait donner, c'est que moi, j'y retrouve en fait ce qui est décrit par ailleurs dans d'autres livres comme le tableau des hauts potentiels ou des hypersensibles. Oui. Alors, chez les hauts potentiels, très souvent, moi, je suis en alerte quand les gens se reconnaissent comme hauts potentiels complexes, comment dire,
hétérogènes. C'est-à-dire, tu as des hauts potentiels qui sont homogènes à tout niveau, donc cela, c'est pas très problématique. Par contre, les hauts potentiels hétérogènes, disharmonieux, cela, moi, ça me met tout de suite en état d'alerte, ou en tous les cas, on peut rechercher l'hypersensibilité. Ça, c'est vraiment quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose dans l'histoire, en tous les cas, très terrible, et très souvent, important aussi, c'est qu'on le retrouve dans des familles un peu dysfonctionnelles, qui font comme Alpod, donc avec des familles d'hypersensibilité, des familles, voilà, avec au moins un parent particulier. Et alors aussi, une difficulté qui est au centre vraiment du tableau, c'est tout ce qui est au niveau de la séparation, de l'attachement, de... Oui, alors, ouais, alors, c'est vraiment la thématique centrale, il y en a plusieurs, mais une grosse thématique, c'est que pour la majorité des jumeaux naissants, mais c'est pas la totalité, la séparation, toute séparation est une problématique douloureuse qui met en péril l'émotionnalité et derrière met en péril la neurologie, j'ai envie de dire. Ça peut amener des disjonctages directs avec des grands effondrements qui peut ramener des véritables angoisses de mort. Tu m'as entendu? Est-ce que tu pourrais redire, parce que je pense que le son n'est pas passé. Je suis désolée de... J'essaie de bouger un peu la prise au jack. Je ne sais pas si ça vient de la prise au jack ou de la qualité de la vidéo, Oui. de la connexion Internet. Ce que je disais, c'est que le thème de la séparation. J'allais dire, le thème de la essayez séparation. J'allais dire, peut-être réessayer en enlevant la prise. Si tu réessayes en enlevant la prise jack, peut-être que les auditeurs vont entendre mieux. Est-ce que là, comme ça, c'est mieux, si je parle assez fort? Est-ce que c'est mieux? Continue un petit peu. Alors, sur le sujet de la séparation, en fait, c'est vrai que c'est un thème central à la séparation. C'est-à-dire que toute séparation va toucher le système émotionnel, va toucher le système neurologique et très souvent, indirectement, peut amener des angoisses de mort. Vraiment, et que les gens n'identifient pas parce que assez facilement, ils vont trouver des modes, ils ont trouvé depuis tout petit des modes d'adaptation pour éponger un peu la vague, le tsunami que déclenche comment dire, cette séparation. En sachant que la séparation, elle peut être amoureuse tout de suite, en tant qu'adulte, souvent c'est ce à quoi on pense, mais la séparation, ça peut être une séparation professionnelle, après 5 ans, 10 ans dans une entreprise, ça peut être une séparation avec les enfants, avec la famille, par exemple un jeune ado qui part faire ses études un petit peu loin du domicile, qui va pas revenir toutes les semaines, ça peut le mettre en chaos technique direct. Et donc, comme on voit avec l'actualité, où il n'y a pas de réseau, de réseau d'étudiants, de réseau relationnel qui ne peut pas se mettre en place chez les étudiants, enfin, ça crée de grands états de crise chez les étudiants en première année en France. J'imagine qu'en Belgique, c'est exactement pareil, quoi. Donc, le thème de la séparation est au centre. Très souvent, chez les jumeaux Nessol, on retrouve des modèles d'adaptation relationnelle avec des gens qui sont très fusionnels. Donc c'est la fusion, et des fois on s'en aperçoit parce qu'on est fusionné tout petit avec un animal domestique, avec un frère, une sœur, voilà, on trouve des appuis de fusion. Et puis
lorsqu'on quitte cette fusion, ben, on s'aperçoit que d'un seul coup, il y a quelque chose qui déraille. Donc la mécanique d'adaptation, c'est tout de suite de retrouver de la fusion avec autre chose. Mais s'il n'y a pas une fusion humaine, sympathique qui se présente, c'est des gens qui peuvent vraiment assez facilement fusionner avec des substances, avec l'addiction. Alors, je dis substance, mais ça peut être aussi avec les écrans, avec alors, la grande thématique des écrans, mais ça va être la fusion avec les jeux, avec l'alcool, avec le chocolat, avec tout ce qui est oralité en fait. Mhm. Et puis, à l'inverse, chez certains jumeaux nés seuls, on a vraiment une adaptation dans le refus de la fusion. Comme ça, moins je fusionne, moins je risque de mourir si au cas où ça me fusionnerait. Voilà. Donc on a ces deux profils-là. Dans mon expérience personnelle, les gens qui viennent me voir en tous les cas ou qui viennent en stage, très souvent ils ont le profil fusionnel. J'en ai peut-être 1 ou 2 sur 100 qui vont être vraiment des antifusionnels. Voilà. Et après, il y a des gens qui se sont très bien adaptés dans la non-fusion ni l'antifusion. Je ne sais pas si c'est clair comme idée, Oui. mais c'est-à-dire des gens qui sont stables juste avec eux-mêmes. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer là dans le détail des profils. Dans le livre, je rentre vraiment dans le décortiquage un petit peu de ces différents profils, ces différentes adaptations. Oui. Est-ce que l'antifusion, on peut dire que c'est une forme d'évitement pour ne pas souffrir de tout ce qui pourrait ressembler à la fusion? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'expériences, voilà, il y a eu tellement d'expériences de fusion et de séparation après une fusion intense, d'expériences de mort imminente, c'est pas des MDE évidemment, mais de grandes douleurs qui pourraient amener des décompensations quasiment avec des gens qui vivent très très mal, que derrière, bah, l'adaptation fait que je vais plus tomber amoureux, je vais avoir que des amis et de nombreux amis. Par exemple, dans les modèles adaptatifs qui peuvent faire un petit peu rire, c'est des gens qui vont devenir polyamoureux. On prend pas de risque en étant polyamoureux parce que dans le polyamour, s'il y en a un qui part, ben, il y a des autres. Donc ça, je dirais que ça adoucit la peine de la séparation. Voilà. Donc selon le, comment la personne elle fonctionne, ben, il y en a certains qui vont choisir plus d'amour, juste des amis, puis d'autres qui vont choisir polyamour. Voilà. C'est un des modèles que j'ai pu observer. Après, voilà, je ne dis pas que tous les polyamoureux non plus sont des jumeaux nés seuls. Enfin, voilà, ce serait des, des grands raccourcis. Quelque chose d'important que j'ai pas dit, euh, c'est que tout ce qui est écrit dans le livre, par exemple, et tout ce que je dis là, euh, c'est un sujet récent, donc on est dans une recherche, rien n'est stabilisé encore dans nos connaissances actuelles, on est encore dans la découverte, on est encore dans une exploration. Je pense qu'à l'avenir, les neurosciences vont beaucoup faire évoluer tout ça. Et je suis pas le seul à m'occuper de ce sujet-là, évidemment. On est vraiment dans des recherches. Voilà. Et dans le bouquin, je le nomme tout de suite, je dis voilà, on est vraiment sur il n'y a pas de certitude arrêtée, on est vraiment dans une exploration. Voilà. C'est vraiment beaucoup d'humilité. Après, pour moi, la clé importante, et c'est une piste de chercheur aussi, c'est on essaye des modèles qui ne marchent pas. Ça permet une évolution, ça permet pas d'évolution. Voilà. Dans mon histoire perso, j'ai testé beaucoup d'outils différents. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. On t'entend plus de nouveau. Je ne sais pas si, en parlant plus près de ton ordinateur, peut-être c'était de nouveau saccadé. Et c'est juste au moment où tu parles de ta clé importante. Ah oui, alors je reprends. Pour moi, ce qui est très important, c'est que un peu comme en médecine, on peut avoir de très beaux langages et de belles idées intellectuelles, mais concrètement et très pragmatiquement, une piste thérapeutique, elle marche ou elle ne marche pas. Et dans mon histoire perso, j'ai beaucoup cherché et testé des trucs.
Et puis au bout du compte, ça ne marchait pas. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup exploré d'autres pistes pour moi, pour trouver ce qui pouvait m'améliorer moi, perso, très égoïstement au départ. Et après, ce qui a fonctionné pour moi, j'ai essayé de l'appliquer avec une personne, des amis ou des proches, en fait, qui avaient cette sensibilité et ce syndrome. Et ils ont vu que ça changeait quelque chose aussi dans leur vie, dans leur mode relationnel avec eux-mêmes et avec l'autre. Et petit à petit, c'est proposé ce stage de pratique de 3 jours. Et petit à petit, j'ai des feedbacks, on voit que ça se fait pas en 3 jours, mais au moins il y a des avancées significatives sur un apaisement du système nerveux, un apaisement émotionnel qui montre que voilà, tout n'est pas gagné, mais quelque chose a vraiment progressé. Voilà. Est-ce que là, on a bien entendu? Et oui, en tout cas, moi, j'ai bien entendu. Et donc, tu parlais, peut-être, les gens n'ont peut-être pas bien entendu. Je pense que tu parles de 3 jours de stage. C'est 3 jours de stage que tu as mis au point et que tu donnes avec d'autres personnes sur cette problématique-là. Oui. Et où il y a. Ouais. En fait, Moi ce qui me frappe, ce qui me touche aussi dans ce que tu partages, c'est à partir de ce thème de la séparation, de la fusion. Ben oui, il y a forcément eu, on peut l'imaginer, une séparation pour l'embryon, pour le fœtus à différents stades, qui a marqué d'une empreinte quelque chose. Et en fait, moi personnellement, dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé sur les troubles de l'attachement, mais donc après la naissance. Et puis, il y a un moment donné où on se rend compte qu'en fait, il y a une empreinte qui est, on peut se rendre compte qu'il y a une empreinte qui est déjà là avant même ça. Et que c'est là qu'il y a un point complètement aveugle qui échappe à la thérapie. Dans les thèmes importants, on parlait de la séparation. Par exemple, souvent, quand les gens font une dépression, un burn-out, et qu'on pose la question quand est-ce que vous allez commencer à être dépressif, très souvent, on retrouve très tôt dans la petite enfance. Alors parfois, il y a des histoires familiales terribles où on peut comprendre qu'il y a un état dépressif après des traumatismes de vie familiaux ou qui ont impacté le jeune enfant. Mais parfois, il y a une espèce de blanc d'histoire. Il n'y a pas d'histoire et les gens disent mais je comprends pas, j'allais déjà mal alors que ma famille allait bien. Et là vraiment, ça peut attirer l'exploration. Ensuite, il y a quelque chose, un grand thème, alors c'est un thème important, euh, qui ont plein de racines et d'origines et d'étiologies différentes, évidemment, c'est le thème de trouver sa place. Donc, le thème de la place, des fois, d'assumer sa place. Donc, le thème de la place dans la famille, dans la fratrie, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les soins en thérapie. Hein, ça peut être un sujet très récurrent. Ça peut être le thème professionnel, trouver sa place. Mais on fouille un peu, très souvent, les gens disent ils arrivent à sentir que leur vie est illégitime. Une sorte d'illégitimisation interne, mais profondément très intime de ma vie n'a pas de sens, ma vie n'est pas légitime, mon incarnation n'est pas légitime. Quand on identifie ça dans son être intime profond, vraiment, il y a quelque chose à aller explorer autour de la période intra-utérine. Et souvent, les gens, ils ont fait des explorations de rebirthing, d'état de conscience modifié, amplifié autour de la naissance. Et puis, ça vaut vraiment le coup d'aller juste le prendre avant, pendant la période intra-utérine. Et c'est compliqué parce qu'on n'a pas de mémoire, on a juste une mémoire corporelle, on a un système nerveux qui est fragile. Voilà, c'est pas facile, cette exploration. Oui, oui. En tout cas, on a beaucoup parlé des souffrances, et je voudrais souligner quelque chose. Ouais. Oui. J'allais vous dire, oui, ce sentiment que sa vie est légitime, comme tu dis, c'est un sentiment qui peut être très fort. Que enfin, moi, je vois j'entends autour de moi des personnes parfois qui disent ça. Et c'est un sentiment de fond, mais parfois, en fait, on ne se rend même pas compte que c'est présent.
parce que ça fait partie, parce que la personne a toujours vécu avec ça, et donc c'est normal pour elle. Oui. Souvent, il y a un petit mantra de fond, c'est j'ai pas de sens et à quoi bon me lever le matin. Euh, Évidemment, ce qu'on peut mettre en écho en parallèle avec un fond dépressif, mais quand il y a une perte de sens, quand il y a le fait de perdre d'audace, de perdre de l'enthousiasme à vivre, ça reflète vraiment un effondrement. Après, c'est toujours une exploration parce qu'il y a tellement de traumatismes dans la vie qui peuvent faire arriver à cet endroit-là où les gens sont aigris tout simplement. Quoi. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Et je voudrais revenir sur un endroit, parce qu'on parle beaucoup de la pathologie, mais qui pour moi est un endroit vraiment d'émerveillement et ce qui pour moi a été une source vraiment d'inspiration, c'est que les jumeaux naissent seuls. Alors quand on dit jumeaux, entendez toujours jumeaux, jumelles, mais pour des raisons de légèreté de langage, j'utilise le mot neutre jumeaux. C'est que les jumeaux naissent seuls, très souvent, ont eu une sensibilité, mais qui va de pair avec de fortes capacités d'intuition. Et alors pareil, comme c'est standard, c'est comme ça depuis tout petit, pour eux c'est normal. Mais tout le monde n'a pas autant d'intuition que ça. Et quand on reconnaît son intuition, ça peut mettre en contact avec beaucoup d'inspiration créatrice. Après, il faut trouver son vecteur d'intuition, la force de la créativité. Et à travers cette force d'intuition et de créativité, pour moi, il y a une facilité chez les jumeaux Missol à être des gens spirituellement connectés. Et très souvent, ça a été mon parcours à moi, c'est des gens qui naturellement vont avoir une forte capacité de guérisseur, de guérisseuse. Voilà. Ils ont cette approche facile de prendre soin de l'autre, parfois au risque de s'y perdre, notamment dans le couple, hein, donc la grande thématique du sauveur. Mais si c'est équilibré et harmonisé et mis dans le travail thérapeutique d'accompagnement, ça donne vraiment des gens qui sont à la fois sensibles, inspirés dans les soins, empathiques, et s'ils vont vraiment travailler leur dimension d'être spirituel, ils peuvent devenir des guérisseurs très, très de haute qualité. Quoi, voilà. Et je vois à l'Institut Arc-en-Ciel, quand les gens qui s'engagent sur le programme de 3 ans, la plupart ont une perte génillaire intra-utérine, soit qu'ils ont travaillé, soit qu'ils ont en cours de travail. Voilà. C'est vraiment quelque chose un point pour moi, que je remarque très bien dessiné. Voilà. Mais ça oblige, un peu comme la parabole du Christ, à dire guérisseur, guéris-toi d'abord de toi-même, parce que il y a un chemin de retournement de travail intérieur, d'exploration intérieure, qui est très difficile, très, très délicate, souvent très douloureuse, et il faut être un peu courageux, un peu audacieux pour oser cet endroit-là. Voilà. Parce que ça vient toucher l'intime de l'âme, l'intime de l'être, l'intime spirituel. Je dis toujours dans les groupes, bon, je sais pas si c'est le lieu pour dire ça, mais je dis toujours l'intimité spirituelle est pour moi, personnellement, plus intime que l'intimité gynécologique. Parce que pour moi, il n'y a pas plus intime que la spiritualité. Voilà. Et chez les jumeaux Nessol, il y a vraiment quelque chose de très délicat à cet endroit. Voilà. Donc c'est un trouble qui s'accompagne toujours avec plus de finesse, de douceur. On ne peut pas révéler qui l'on est en tant que jumeau Nessol par un accouchement au forceps. Voilà ce que je pourrais dire un petit peu. Je ne sais pas si tu as des questions. Oui, mais je trouve que c'est intéressant, oui, ce que tu dis, c'est un parcours qui se fait avec douceur. Ah oui, tu entends mon écho peut-être. Donc je vais parler, mais pas trop. Non, je t'entends. C'est un
un parcours qui se fait avec douceur et dans les stages qui sont proposés proposés en France, mais aussi bientôt en Belgique, tu parles dans ton livre de la voie chamanique. C'est la voie chamanique, mais ça se fait avec douceur. C'est pas la voie chamanique avec de l'ayahuasca. Oui. Non, non, absolument. Pour moi, la voie de la médecine qui opère le plus, c'est celle où on descend doucement dans son intériorité, avec délicatesse, et on prend du temps parce que les réponses viennent de l'intérieur. On commence à chercher les réponses de l'extérieur, et c'est quelque chose qui peut être très ambivalent parce qu'au bout d'un moment, on donne son pouvoir à l'extérieur. Et ce qui pour moi est une voie majeure d'évolution, c'est petit à petit de découvrir qui l'on est par l'intérieur, mais par une descente lente à l'intérieur. C'est presque comme de l'apnée dans les grandes profondeurs. Il faut y aller strate après strate et laisser le temps d'intégration se faire, de digestion, pour que la force spirituelle puisse donner ses cadeaux au fur et à mesure. Tout un chemin pour aller chercher oui, toute la richesse aussi qui est là. Et c'est une grande richesse. Et vas-y. Il y a une chose dont tu n'as pas parlé aussi, c'est parce que tu parles du lien avec l'invisible, finalement, les mondes invisibles aussi, et l'ami imaginaire des enfants. Oui. Je sais que c'est un thème dont tu parles parfois. Ah oui. Mais, oui, alors je l'évoque aussi dans le livre parce que c'est vrai qu'en psychologie, on a la thématique de ces enfants. En général, avant 6 ans, au moment de ce qu'on appelle l'âge de raison, qui peuvent perdre cette compétence, mais avant 5 ans, 6 ans, la grande thématique en psychologie de l'ami imaginaire de l'enfant, qui pour moi, dans mes perceptions, et puis pour avoir accompagné quand même un certain nombre de fois, c'est soit les parents, soit les enfants, en fait, c'est pas imaginaire. Ils voient l'invisible comme les adultes ont perdu la plupart la compétence de voir l'invisible. Et donc, on appellerait l'entité, une fréquence en fait que les enfants ils gardent la capacité de voir lorsqu'ils sont tout petits. On va dire oui, il est dans ses rêveries, il est dans son imaginaire, mais la réalité dite ordinaire chez l'adulte et la réalité des mondes extraordinaires, comme on en parle dans le chamanisme, chez l'enfant, elle est très proche l'une de l'autre, elle est très collée. Devenant adulte, après l'âge de raison, souvent ce sont deux mondes qui se séparent. Et l'état de transe, par exemple, j'utilise le tambour pour ça, le voyage au tambour chamanique, en fait, permet de recoller, en tous les cas, de réaimanter ces deux mondes de la réalité ordinaire et de la réalité extraordinaire du monde chamanique. Voilà. Et retrouver de la stabilité, de la communication entre l'invisible et le monde de la réalité ordinaire. C'est souvent pour les adultes que j'accompagne, qui reçoivent en stage, c'est une source de joie et de réouvrir ce canal. Et personnellement, la voie chamanique a été vraiment une marche très 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 précieuse dans mon évolution personnelle, intime, spirituelle. Voilà. Moi, j'ai le livre ici, mais questions est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Oui, des questions sur le livre, il y en a plein, mais est-ce qu'il y a je sais pas s'il y a des auditeurs qui ont une question à poser, ils peuvent toujours l'écrire, on peut la voir et on peut répondre. Donc, c'est maintenant, si vous voulez poser une question en direct. Le livre, moi j'ai vu qu'il est en vente sur beaucoup de sites internet, mais tu conseilles de l'acheter par quel billet? Moi, je suis un très mauvais utilisateur de libraire.
Moi, je trouve ça bien de se déplacer, d'aller chez les brebis, mais en ce moment, tout est permis. Après, l'idée, c'est Essence, c'est une édition à Toulouse. Donc je sais que sur le site de l'éditeur, on peut l'acheter. Après, moi, je dis vraiment que chacun est libre de l'acheter. Ce qui est vraiment réjouissant pour moi, c'est que les gens le lisent et le partagent à leurs amis dans ce qui les a touchés, dans ce qui leur a parlé. Je relisais un petit peu les notes des petits points forts que j'avais notés. J'ai noté que souvent les jumeaux seuls ont beaucoup naturellement de l'empathie, ça va avec l'hypersensibilité. Et je dis toujours, les jumeaux seuls sont les champions du monde de la résilience. Ce qui amène des fois des choses complexes dans sa vie, parce que quand on est champion du monde de résilience, on se remet tellement en cause qu'on peut se retrouver dans des situations où on est sûr que l'autre a raison et que c'est soi qui n'allons pas. Et donc, ça peut donner beaucoup de souffrance dans les couples professionnels. On tient, jusqu'à une forme d'épuisement. Et c'est de burn-out et j'ai presque envie de dire, de suicide, de passage à l'acte assez dramatique dans les couples. Voilà. Je tiens à le nommer parce que dans les endroits de maltraitance, et ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple avec l'actualité Covid, pour moi, il y a ça qui est touché aussi collectivement, où on tient jusqu'au moment où on ne tient plus. Et, il peut y avoir un effondrement dans l'être qui se retrouve trop enfermé. Voilà. Je ne sais pas où ça en Belgique, mais en France, on évoque l'hypothèse de la possibilité d'un troisième confinement. Et moi, j'encourage vraiment les gens à ne pas se confiner parce que c'est un drame intérieur terrible. On ne peut pas se museler spirituellement parce que ça amène un choc et un élimage spirituel qui fait qu'à un moment donné, ça tue l'être à l'intérieur et c'est contre-productif et anti-vie. Il vaut mieux être infecté par le virus qui passe, se soigner ou prendre de la prévention, mais se laisser enfermer intérieurement, c'est se laisser enfermer spirituellement, et c'est terrible pour moi, c'est colossal, c'est un drame humanitaire pour nous, dans notre humanitude d'être spirituel. Oui, oui, j'allais ajouter, c'est aussi de trouver la créativité nécessaire pour trouver une façon de faire autrement, pour continuer à sortir autrement qu'avant, mais développer sa créativité. Il y a une question de Anaïs qui demande, qui dit « Il me semble avoir eu des signes de mon jumeau dans la matière. Cela vous semble-t-il possible ?» Oui, absolument. Là, je renvoie vraiment au livre parce que ça peut être un petit peu compliqué, mais c'est tous les enquistements, en fait, où on peut avoir au départ des jumeaux monozygotes, donc avec le même matériel génétique, et en fait, du jumeau décédé, quelque part dans le corps du jumeau survivant. Donc, il y a différents emplacements où ça se trouve. Le dernier que j'ai constaté, en fait, c'était sur un bébé qui venait naître. Son jumeau était sur le visage, comme une boule. Voilà. Et très souvent, ces jumeaux enquistés à l'intérieur du corps sont complètement asymptomatiques, mais on les retrouve beaucoup au niveau bassin, petit bassin, autour du sacrum, vers l'extérieur, au niveau de la peau, ou carrément à l'intérieur sur le système gynéco, que ce soit de la femme ou de l'homme. Voilà. Je suis en train de lire aussi une question de Christelle. Juste pas afficher la chute. Je sais pas si toi tu l'as. Oui. Donc, elle dit qu'elle aurait presque envie d'une formule magique pour apaiser le manque qu'elle ressent et elle remercie pour le partage. L'incomplétude que vivent les jumeaux nés seuls, en fait, c'est vrai que, alors, première chose,
hélas, il n'y a pas de coup de baguette magique. Souvent, on aimerait qu'il y ait un coup de baguette magique. Et moi-même, dans mes interventions, j'aimerais tellement parfois tout donner et que tout s'apaise d'un coup. Ce serait formidable, mais ça marche pas comme ça. Alors, ça a l'inconvénient que ça oblige à travailler sur soi et longtemps, mais c'est comme ça que l'évolution spirituelle fonctionne. Et ça a l'avantage que peu à peu, on s'apprend. Je dis toujours que le jumeau naissant, c'est un jumeau qui a un mode d'emploi unique, qui n'est pas standard. Et le drame, c'est qu'il n'a pas été livré avec le mode d'emploi. Donc ça veut dire qu'il faut explorer à l'intérieur pour trouver son propre mode d'emploi. Et le fait de se sentir incomplet, souvent, ça vient avec le temps, au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus fort spirituellement et qu'on se rend compte qu'on est séparé de rien. Donc ça peut être au départ quelque chose de très conceptuel, et puis qui, au fur et à mesure que ça descend à l'intérieur, euh, euh, le non séparé s'expérimente et se ressent de l'intérieur en soi. Euh, donc, par exemple, les connexions Internet, on perçoit que la chamanique, la web, comment on appelle ça, la chamanique web connection, comme j'appelle, voilà, la toile nous relie universellement à peu près partout dans le monde. Ben, au niveau chamanique, on a, au fur et à mesure, on découvre qu'on est séparé de rien spirituellement. Et puis, la difficulté, c'est que quand on quitte cet état de conscience modulier qui nous met en contact avec l'invisible ou avec la totalité, on le perd. Et puis, au fur et à mesure, on le perd de moins en moins et on peut vivre très rationnellement et très tranquillement dans le monde horizontal, tout en ayant cette pleine sensation de n'être séparé de rien. Personnellement, là où j'étais le plus en délicatesse dans la souffrance du séparé, évidemment, pour moi, en tous les cas, ça joue au niveau du couple. Et aujourd'hui, quand avec mon amoureuse, on est dans deux endroits séparés qu'on ne se voit pas pendant quelques jours. Ce n'est que quelques jours. Intérieurement, je reste en plénitude, une unité intérieure. Et je suis toujours très en joie de la retrouver, évidemment. Mais ça ne me met plus un endroit de dépression ou de difficulté telle que j'aurais besoin de compenser pour retrouver du remplissage. En fait. Voilà. Donc vraiment, ça évolue. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à évoluer parce que je savais pas comment faire. Mais je vois que chez ceux qui travaillent ça, quand on a les bonnes pistes de recherche, en fait, ça évolue finalement quand même assez vite. Ça ne devient pas parfait en une semaine ou 2 semaines, mais il y a une évolution qui se fait quand même de façon très positive en quelques mois, je me dis. Oui, bah, en tout cas, moi, ouais. Et, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis venue à un de tes stages là, au mois d'octobre dernier. Et c'est vrai que j'ai vu une évolution très forte. Je ressens beaucoup plus d'apaisement après ça. Et donc, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose qui se passe et à un niveau auquel le mental ne sait pas trop comment ça se passe, mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ouais. Et j'ai envie aussi de terminer là-dessus, de dire aux personnes qui sont là de ne pas hésiter aussi à aller voir le site de l'Institut Arc-en-Ciel, si ça leur parle. Il y a des stages qui sont annoncés dessus. C'est dans le site de l'Institut Arc-en-Ciel, il est fait pour le programme de 3 ans globalement, mais il y a une petite rubrique stage ponctuel et CVT vocaux sont notés pour les différents stages ponctuels que je propose. Florent, en tout cas, merci d'avoir pris. Comment? Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je suis obligée d'arrêter. Ah ben, si tu veux, tu peux revenir une autre fois. Hein.
Non, je préfère rencontrer les gens en direct parce que ce système de visio est vraiment, pour moi, minimaliste. Mais bon, ça fait vraiment pour moi de grand plaisir. La semaine prochaine, j'aurais dû faire une conférence à Bruxelles, évidemment, qui est annulée pour des raisons politiques, j'ai envie de dire. Voilà, mais j'ai déjà pris des dates pour venir faire des années 21, j'espère qu'on va pouvoir apaiser un petit peu la frénésie générale, en tous les cas, de nos politiques européennes. Et puis, en tous les cas, nos amis belges, vous êtes bienvenus en France. Et je sais que je suis bienvenu en Belgique, donc ce sera vraiment avec plaisir que je vous retrouverai. Voilà. Merci Séverine. Oui, ben merci beaucoup Florent, merci aux personnes qui étaient là et à ceux qui écouteront après, parce qu'il y en a pas mal qui me disent être intéressés, mais ne pas être là aujourd'hui à 13h. Eh bien, à bientôt.